Personne ne peut le prévoir de façon certaine, mais il est une chose relativement sûre dans le monde des organisations, l'instabilité croissante, les incohérences et la concurrence exacerbée vont entraîner un nombre croissant de problèmes impossibles à résoudre par une seule personne. La plupart des changements profonds des sociétés civiles, économiques et politiques vont solliciter les capacités collectives de nos organisations à y faire face. Notre enjeu principal est donc l'intelligence collective. L'intelligence collective est généralement considérée comme une économie à somme positive, c'est-à-dire quand la performance collective d'un groupe est supérieure à la somme des performances individuelles. Une autre manière de l'illustrer est lorsqu'un groupe d'individus projette un futur et réussit à le créer dans un contexte complexe. Les humains possèdent, comme les loups ou les dauphins, une intelligence collective originelle qui leur permet de réussir ensemble ce qu'aucun ne parviendrait à faire seul. Cette intelligence nous est connue. Elle a existé chez tous les peuples primordiaux, dans les villages, les tribus, chez les chasseurs. L'évolution a doté l'espèce humaine d'aptitudes sociales fondées sur la collaboration et le soutien mutuel. C'est l'intelligence de la tribu, une intelligence en petits groupes qui s'exprimait généralement en cercle. Les Amérindiens en avaient fait la structure principale de leur société. Les arbres à palabres africains sont sur ce même modèle. La réalité de ces cercles de concertation résidait dans le fait que tous les participants avaient une voix équivalente, même si le sage de la tribu décidait pour le groupe à la fin. Chacun parlait à son tour, s'adressait au centre, exprimait ce qu'il avait à dire. Cette intelligence engendre toujours des échanges et des relations où le pouvoir vient d'une expertise reconnue par le groupe et tourne en fonction des situations. Dans les sociétés occidentales traditionnelles, on retrouve cette structure en cercle représentée dans l'architecture même des villages par la place du marché. L'important n'est pas l'individu, mais les échanges qu'ils effectuent. Nous connaissons bien cette intelligence, nous en avons une expérience directe. Dans les sports d'équipe par exemple, un petit nombre d'individus en proximité dans un espace donné obtient des résultats supérieurs à la somme des performances individuelles. Dans une équipe de sport, chaque joueur est un expert qui sait ce qu'il doit faire en temps réel en fonction de la situation globale qu'il perçoit. L'équipe agit comme une entité homogène et coordonnée sans que l'information ne suive un quelconque chemin hiérarchique. Dans un groupe de jazz, chaque musicien perçoit la mélodie d'ensemble en temps réel et adapte son jeu musical. La façon dont le morceau est joué définit le style du groupe, ce trait de caractère qui fait qu'on pourrait le reconnaître entre mille. Dans une organisation, les réunions de travail ont pour fonction de placer chaque participant dans une proximité spatiale et temporelle permettant de percevoir l'ensemble de ce qui se déroule. La réunion devient alors un lieu de convergence et d'interaction où se reconstitue le sentiment d'appartenance et où se manifeste l'esprit émergent de l'organisation. L'intelligence collective est maintenant une discipline internationalement reconnue. Jean-François Noubel a déterminé 7 caractéristiques majeures qui se retrouvent dans tout collectif fonctionnant sur ce mode d'intelligence. La première caractéristique est l'émergence d'un tout. Chaque groupe, chaque équipe de sport, chaque équipe de travail possède un caractère, un style, un esprit différent, comme s'il s'agissait d'une seule individualité, un tout. La seconde est un néologisme, l'holoptisme. Ce mot vient de holo qui veut dire tout et optique qui veut dire voir. Un espace physique holoptique définit une proximité qui offre à chaque participant une perception complète, en temps réel et sans cesse réactualisée de ce tout. Par exemple, dans une équipe de sport, la position du ballon, la configuration globale de l'équipe sur le terrain fournissent aux joueurs une information suffisante qui diffère suivant la position des joueurs. Leur expérience et l'expertise de chacun permettent d'interpréter et d'exploiter au mieux la situation. La troisième caractéristique réside dans l'obéissance à des règles. Qu'il s'agisse de valeurs ou de règles du jeu, tacites ou explicites, ou de législation du travail, le collectif est fondé autour d'un contrat social, accepté et mis en scène par chacun des participants. Sans règles du jeu, on ne peut pas jouer ensemble. La quatrième caractéristique est dans la poursuite d'un objectif commun identifié.
la mélodie pour le groupe de jazz, le ballon pour l'équipe sportive ou l'objet de la réunion définissent ce que l'on peut appeler un objet lien. L'intelligence collective se construit dans la poursuite d'un objectif commun par l'ensemble des participants, que cet objet lien soit matériel comme un ballon, virtuel comme un morceau de musique ou symbolique, un projet par exemple. La cinquième caractéristique concerne le polymorphisme de la chaîne d'autorité. La hiérarchie des relations entre les participants se réactualise sans cesse en fonction des circonstances. Elle se crée autour des expertises, chaque expert, reconnu comme tel par le groupe, prenant tour à tour le lead au fil des besoins. La sixième caractéristique implique une organisation apprenante où chacun se perfectionne au profit du collectif et chacun apprend à apprendre ensemble. Cet apprentissage concerne essentiellement le développement d'une intelligence relationnelle. Cela enseigne au groupe à prendre en charge l'erreur pour se corriger. Le groupe apprend de ses erreurs. Sans erreur, il y a peu d'adaptation et pas d'intelligence. Il s'agit de rendre l'événement providentiel. La septième caractéristique consiste à mettre en place un système d'échange basé sur la réciprocité, aussi appelée l'économie du don. Dans l'économie du don, on donne d'abord au collectif, on reçoit ensuite une fois que le collectif a gagné en richesse. Il est à noter qu'il existe deux limites naturelles à l'intelligence collective originelle jusqu'à aujourd'hui. La première est numérique. Seul un nombre limité de personnes peut interagir efficacement. Au-delà d'une taille critique qu'on place souvent autour de 20 personnes, on atteint vite un niveau trop élevé de complexité qui génère plus de bruit que de résultats effectifs. La seconde est spatiale. Les personnes doivent se trouver dans un environnement physique proche afin d'échanger entre elles, afin que chacune puisse appréhender la globalité de ce qui se passe et adapter son comportement. Pour pallier les limites intrinsèques de l'intelligence collective originelle, l'humanité s'est dotée d'une nouvelle forme d'intelligence dite pyramidale. L'intelligence pyramidale s'est révélée idéale pour construire, planifier, cultiver, déplacer, fabriquer, ériger des temples, édifier des entreprises, des villes qui réclamaient un nombre plus élevé de participants. Si la technologie constitutive de l'intelligence collective était notre corps, celle de l'intelligence pyramidale a reposé sur l'invention de l'écriture. Grâce à l'écrit, on a pu séparer l'émetteur et le récepteur d'un message, dépasser la perception sensorielle directe. On a pu également créer une mémoire collective, la conserver sur un support matériel, compter ou qualifier les individus en fonction d'un attribut social, tel que leur nom, leur possession, ou toute autre étiquette pouvant servir au système de régulation du collectif, notamment sur le principe de la hiérarchie. Car cette forme d'intelligence s'est mise en action selon le principe de la hiérarchie. Elle repose sur 4 principes: l'autorité, la division du travail, la rareté des ressources, la normalisation et la standardisation. Le premier principe est donc l'autorité. L'autorité organise la division du travail, partage les informations, instaure une dynamique de commandement et de contrôle. Elle détermine les règles, attribue les droits et prérogatives, organise les territoires, distribue les richesses par la monnaie. Le second principe est la division du travail. Pour permettre la spécialisation des fonctions, l'augmentation de l'expertise, l'optimisation des rendements à court terme et l'interchangeabilité des personnes, l'intelligence pyramidale s'est appuyée sur la division du travail. Le troisième principe repose sur la rareté des ressources. La répartition des richesses dans une organisation pyramidale est destinée à organiser, réguler et optimiser les échanges dans un contexte de compétition. Rendues rares, elles organisent les hiérarchies sociales, instaurent les leviers d'autorité et amplifient la compétition. Le quatrième principe concerne les standards et les normes. Acceptés par tous, ils permettent l'objectivation et la circulation des savoirs dans le collectif. En déterminant les principes d'inclusion et d'exclusion et de compatibilité, ils conditionnent et limitent les échanges de l'organisation avec son extérieur.
Pour mettre en action un grand nombre de personnes, délégation et segmentation du travail, l'intelligence pyramidale s'est montrée et se montre toujours fort efficace pour l'action. Mais elle a son talon d'Achille. Contrairement à l'intelligence collective originelle, elle démontre une rare inefficacité dans les contextes fluctuants, c'est-à-dire quand les marchés, les savoirs, la technologie, les interactions extérieures, l'économie, la politique évoluent plus rapidement que la capacité de réaction du groupe. Elle se heurte à son incapacité structurelle à s'adapter aux imprévisibles de la complexité. Chacun de ces piliers avait sa problématique. Par exemple, l'autorité d'une minorité dirigeante pose toujours des problèmes. Les dirigeants à eux seuls ne peuvent percevoir et traiter l'énorme flux d'informations qui traversent le corps de l'organisation dont ils ont la charge. Ce qui engendre des visions réductionnistes et devient la source de nombreux conflits entre la tête et la base. En gros, ceux d'en bas, qui ne voient pas leurs besoins pris en compte, ont tendance à penser que ceux d'en haut sont des salauds. Et ceux d'en haut, qui voient que leurs stratégies ne sont pas entendues, ont tendance à penser que ceux d'en bas sont des cons. Pour la division du travail, l'organisation demande à ses membres de faire et de savoir faire quelque chose, mais ne se préoccupe pas de ce que la personne est. Or, le collaborateur du 3e millénaire demande que son être soit pris en compte, et la coopération nécessaire aujourd'hui réside dans le savoir-être. La division du travail implique aussi une division de l'accès de l'information, ce qui empêche le loptisme. Les conflits récurrents entre vente et production, marketing et partenariat illustrent cette problématique. Par ricochet, cela génère des logiques de baronnie, de corporatisme et de non-coopération. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'atténuer certains des inconvénients intrinsèques de l'intelligence pyramidale en jouant sur ce que nous conviendrons d'appeler ces architectures invisibles. Le concept est simple à comprendre avec les architectures visibles. Prenez un même groupe d'individus et imaginez-le dans différents environnements. Un jardin, une prison, un train, une salle de réunion, un restaurant. Il est clair que ce qui émergera de ce groupe dépendra des architectures externes. Il en est de même des architectures invisibles. Elles ne sont pas directement perceptibles par nos sens, mais à l'image des architectures visibles, elles modélisent nos interactions. Par exemple, la conduite de réunion. Le langage et les formes de dialogue sont des architectures invisibles qui impactent du tout au tout ce qui peut émerger d'un groupe. Une réunion qui interroge tous les participants sur un projet et qui tient compte de leur avis a toutes les chances d'identifier les risques et la capacité du groupe à les surmonter, tout en suscitant l'adhésion des collaborateurs. Les règles sont également des architectures invisibles. Ainsi, le contrat social qui stipule que le collaborateur est payé pour atteindre les objectifs et non ceux du voisin est donc implicitement fondé sur une logique de non-coopération. Il est facile d'atténuer ces effets pervers en y intégrant en parallèle des règles de coopération qui font que le contrat social devient un contrat de coopération. Il est à noter que l'intelligence pyramidale ne s'est pas avérée souvent capable de transcender et d'inclure les capacités à la coopération de l'intelligence collective originelle. Or, c'est bien le défi que le monde des organisations se doit d'affronter aujourd'hui. Comment contourner les limites de l'une et de l'autre? Quelle machinerie sociale faut-il mettre en œuvre pour coordonner la puissance du multiple dans la coopération? Que faut-il ajouter aux caractéristiques constitutives de l'intelligence collective originelle pour passer à l'organisation intelligente de plusieurs dizaines à plusieurs millions de personnes? Quelle architecture invisible ou parallèle faut-il placer sur l'architecture pyramidale pour passer à l'intelligence collective en réseau? Car un nouveau modèle se propose à nous. L'intelligence collective en réseau, qui émergea avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'a encore montré ni toutes ses limites, ni tout son potentiel. Le management collaboratif est une réponse et un premier pas pour réussir cette mutation avec son cadre théorique, ses savoir-faire pratiques, ses domaines de recherche, ses méthodologies et ses outils.